Merci à Bernard. Bon, c'est toujours très présomptueux de vouloir conclure. J'ai pu assister à une partie, la fin de la première table ronde, présidée par Michel Alliot-Marie, et la seconde, présidée par mon ami Gérard Larcher, qui, je le dis pour tous deux, portent sincèrement ce combat pour les valeurs gaullistes. Je le dis, ils ne sont pas les seuls. Patrick Ollier était là tout à l'heure, et je me souviens d'un Patrick Ollier toujours fermement engagé, qui ferraillait, toujours très dur, pour porter ses idées. Et je me souviens qu'en tant que ministre, j'ai eu à donner des avis favorables à des amendements importants. Ce n'était pas suffisant, mais je veux porter témoignage, en ce qui les concerne, de la permanence, de la résistance à la technocratie, de leurs combats et de leurs idées. Et vous me permettrez aussi, en ce moment précis, avant de commencer, d'avoir également une pensée pour un gaulliste sincère, c'est Lucien Neuwirth, qui bien évidemment s'est engagé pour des combats en faveur des femmes, vous le savez, mais qui sur ces questions-là n'a jamais été absent et n'a jamais manqué d'être un fervent soutien du général de Gaulle. Je voulais aussi que l'occasion me soit donnée de lui rendre hommage. La participation est-elle une idée neuve pour notre société? Oui. Je serais tenté de dire, pour avoir participé à une partie de vos travaux, hélas, oui. Je dis hélas parce que, normalement, elle devrait être depuis bien longtemps en application et pleinement en application. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par les uns et par les autres dans le détail, mais quand même, cela pose d'ailleurs le problème du poids du politique, de la volonté politique par rapport aux résistances. Résistance de certains corps intermédiaires, résistance conservatisme de certains politiques et résistance également de la technocratie. La naissance législative de la participation, vous le savez, remonte au début du XXe siècle. Mais c'est bien évidemment grâce à la volonté du général qu'elle a connu sa véritable naissance, à la fois d'un point de vue théorique et pratique. Cela a été dit également, la participation à ses yeux n'est pas que financière. Et c'était d'une certaine façon l'axe fort d'une troisième voie à la française, entre un capitalisme débridé dont nous avons vu aussi avec la crise de 2008 les effets dévastateurs, et un socialisme aux échecs patents, dangereux pour la liberté de l'homme et incompatible avec une croissance économique synonyme de progrès. Pour le général, l'objectif était avant tout humain. Il s'agissait d'assurer la dignité de l'homme au travail. Et comme il a écrit lui-même dans les Mémoires d'espoir, et je le cite, « C'est dans ce sens que j'ai naguère créé les comités d'entreprise. C'est dans ce sens que, par la suite, étant écarté des affaires, je me suis fait le champion de l'association, entre guillemets. C'est dans ce sens que, reprenant les leviers de commande, j'entends que soit de par la loi, instituer l'intéressement des travailleurs au bénéfice, ce qui en effet le sera. C'est dans ce sens que, tirant la leçon et saisissant l'occasion des évidences mises en lumière aux usines et à l'université par les scandales de mai 68, je tenterai d'ouvrir toute grande en France la porte à la participation, et je vous demande toute votre attention, ce qui dressera contre moi l'opposition déterminée de toutes les féodalités, économiques, sociales, politiques, journalistiques, qu'elles soient marxistes, libérales ou immobilistes. C'est toujours d'actualité. Et pas seulement sur ce sujet-là. Car le général de Gaulle le rappelle, les oppositions furent nombreuses, diverses, mais convergentes. Il confia d'ailleurs à Pierre Lefranc, compagnon historique, qu'il regrettait de n'être pas allé assez loin sur la participation à cause de la méfiance des corps intermédiaires, décrit auparavant. Plus de 40 ans après, la situation n'a malheureusement que très peu, que trop peu évolué. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui de reprendre le flambeau de cette ambition. Revenons un instant sur l'ambition forte exprimée par le général à l'époque. L'ambition était élevée, l'intéressement en 59, la participation en 67 relevaient d'objectifs financiers, c'est vrai, d'association aux résultats de l'entreprise. Mais elle ne devait pas se limiter à ces seuls aspects. Il s'agissait aussi de la participation au capital de l'entreprise et surtout à la gestion de l'entreprise. Ça ne relève pas d'objectifs financiers, mais c'est bien l'association des salariés aux décisions, cette troisième voie à la française, et cette triple participation devait permettre aussi bien le progrès social que le progrès économique, les deux n'étant pas antinomiques, au contraire, totalement convergents. Et le général de Gaulle le disait dans une allocution le 29 juin 68, il s'agit que dans chacune de nos activités, par exemple une entreprise ou une université, chacun de ceux qui en font partie soit directement associé à la façon dont elle marche, aux résultats qu'elle obtient, au service qu'elle rend à l'ensemble national. Bref, il s'agit que la participation devienne la règle
est le ressort d'une société renouvelée. Trouvez-vous qu'il y ait quelque chose à changer? Pour ma part, non. Et il s'agit bien là d'impulser dans notre pays de nouveaux rapports sociaux. Mais le projet allait bien plus loin encore que cela. Car il ne s'agissait pas seulement d'un meilleur fonctionnement de notre démocratie sociale. S'il n'y avait que cela, c'était déjà important. Non, c'était une composante essentielle de la vie du citoyen et de l'homme moderne, une nécessité qui était d'une certaine façon spirituelle et profondément humaniste. Et sans citer trop le général de Gaulle, mais on ne s'en lasse pas, le général, dans un discours du 9 septembre 68, disait « Nous avons à réformer, car il est clair que dans les engrenages de la société mécanique moderne, l'homme éprouve le besoin de se manifester comme tel, autrement dit, de participer, non point seulement par son suffrage à la marge de la République, mais aussi par l'intéressement et la participation. » C'est donc bien une version holiste de la société que défend le général de Gaulle, une vision où tous participent à un progrès commun en se réalisant. Et d'une certaine façon, le progrès n'est plus imposé, il est maîtrisé et construit par chacun à sa place. Que ce soit la société mécanique hier, à laquelle il fait référence, que ce soit aujourd'hui face à la société numérique, cette nécessité de donner sens à la place de l'homme dans les processus économiques et sociaux, à toutes les échelles, ne s'est absolument pas perdue. Et il s'agit aussi, pour la nation, de trouver une identité, une unité, autour de buts partagés, et je le répète parce qu'on marche bien sur deux jambes, qui sont économiques et sociaux. Alors comment ranimer cette ambition? Comment faire un nouveau défi? Comment faire en sorte que cette idée neuve redevienne un projet, que ce projet devienne réalité? Cette ambition passe déjà par un double effort. La situation que nous connaissons aujourd'hui doit nous inciter à repenser une politique active de participation, mais de participation tous azimuts. Je pense pour ma part que nous ne sommes pas en train de traverser une crise. Entendons-nous bien, nous connaissons une mutation sans précédent, dont l'un des aspects est cette crise que nous connaissons aujourd'hui. Il faut que nous allions beaucoup plus loin. Et si l'on prend de la hauteur, on s'aperçoit que c'est une mutation. La mondialisation, le numérique dont je parlais, toutes ces questions-là nous amènent aussi à repenser notre façon de produire, notre façon de consommer, notre façon de produire des richesses et aussi de partager les richesses. Éloignement d'actionnaires de plus en plus mondialisés, dérive du capitalisme financier, beaucoup d'indicateurs sont au rouge et laissent augurer que les difficultés qui vont à l'encontre d'un fonctionnement harmonieux de l'entreprise ne vont pas forcément s'estomper. Mais il y a aussi quand même des évolutions positives, un état d'esprit différent d'un certain nombre d'employeurs préoccupés de responsabilités sociales et environnementales. C'est un aspect, c'est un pas important, pas suffisant, mais c'est un pas important. Nous voyons aussi régulièrement l'impact des blocages décrétés par des syndicalistes, certains, pas tous, mais certains, y compris parfois à l'encontre des salariés qui souhaiteraient négocier directement avec leur direction. Il ne s'agit pas de penser que la participation boycottait les syndicats. Je pense pour ma part qu'une grande part de l'avenir du dialogue social sera un dialogue social au plus près du terrain dans les entreprises. Et ça n'est pas parce que j'ai voté la loi de 2008 qui correspondait à une demande, à un accord interprofessionnel des syndicats, mais je pense que la réalité du dialogue social sera davantage dans les entreprises à l'avenir. Mais nous voyons aujourd'hui, après cette réforme de la représentativité, que nous devons aller plus loin encore, non pas pour court-circuiter les relations sociales, mais pour apaiser les relations sociales. Et nous sommes aujourd'hui, à mon sens, dans une situation de double blocage que Jacques Chaban-Delmas décrivait aussi d'une certaine façon, que Jacques Chaban-Delmas dénonçait dans son discours de la nouvelle société en vilipendant ce conservatisme des structures sociales qui entretient l'extrémisme des idéologies. On préfère souvent se battre pour des mots, même s'ils recouvrent des échecs dramatiques plutôt que des réalités. C'est pourquoi en France, nous ne parvenons à accomplir les réformes autrement qu'en faisant semblant de faire la révolution. Y a-t-il besoin d'écrire des discours nouveaux aujourd'hui? Je ne crois pas. Je ne crois pas, tout est dit. Ce sont ces blocages que nous devons aujourd'hui définitivement dépasser, même s'il faut parfois, voir si les corps intermédiaires traditionnels veulent aussi avancer, ou s'il faut, dans ces conditions-là, et si ça n'est pas possible, rebâtir de nouveaux espaces de dialogue, et je le répète, au niveau du terrain. La démocratie sociale est incontournable, elle est importante, mais il faut qu'elle puisse remplir ses objectifs. Ce projet, à mes yeux, est plus que jamais d'actualité. Et nous devons avoir, je le crois, l'audace d'un nouveau pacte social, d'un nouveau contrat social qui repose sur un double effort. Celui des salariés, c'est vrai,
mais aussi celui de tous ces conservateurs qui doivent abandonner leur vieille lune, comme notamment la lutte des classes. On nous parle bien souvent avec les relais médiatiques de la lutte des classes, mais je l'ai rarement vu se confirmer, se concrétiser au niveau d'une entreprise. Non, je ne le crois pas, parce qu'il y a davantage de bon sens, présent notamment dans les relations au plus proche du terrain. Il y a aussi les employeurs qui doivent accepter un partage de l'information, parfois même du pouvoir, ça a été dit tout à l'heure, et des résultats de l'entreprise. C'est un accord gagnant-gagnant, et si je ne me trompe pas, dans les témoignages qui ont été donnés tout à l'heure, vous avez vu la réalité de cet accord gagnant-gagnant, avec des salariés plus impliqués, et s'ils sont plus impliqués, plus motivés, et donc qui garantissent aussi un meilleur développement économique à l'entreprise. C'est un cercle vertueux qui doit se traduire par un surcroît de pouvoir d'achat, même si, bien évidemment, j'ai entendu les propos tenus tout à l'heure sur la participation qu'on débloque pour le pouvoir d'achat, ça n'est pas là sa finalité, mais il faut bien voir quand même qu'au-delà du salaire, tout ce qui est participation, à terme, procure également un pouvoir d'achat supérieur. Ça n'est pas cette dimension première, la dimension financière n'est pas la première, mais il y a aussi cet aspect qui est un aspect particulièrement concret. Il faut donc veiller à la fiscalité, non seulement la rendre stable, mais aussi continuer à ce qu'elle soit suffisamment attractive. Et force est de reconnaître, et je ne confonds pas avec l'épargne salariale, que si des excès ont été commis de façon excessive, voilà très peu, les différents gouvernements n'ont pas été irréprochables en la matière. Il nous faut donc aussi redonner des perspectives d'ascension sociale par une plus grande fluidité dans la prise de responsabilité. La participation, je voudrais le dire aussi, a perdu son sens politique par les très nombreuses modifications connues et la complexité des dispositifs. Et là encore, est-ce que le politique est responsable? Il l'est parce qu'il a laissé faire la technocratie. Parce que bien évidemment, comme on ne sait jamais réduire les dépenses, il faut prélever tout ce qui passe à portée. Et bien souvent, ce n'est pas l'intelligence qui est au travail, c'est la commodité, c'est la facilité. Voilà pourquoi, si l'on veut élargir le dispositif de la participation et de l'intéressement, notamment aux TPE et aux PME, ne faut-il pas réfléchir à l'instauration d'un seul contrat de participation? Certains nous disent qu'il faudrait donc un premier volet obligatoire, avec une prime de participation, et pourquoi pas un second volet de participation facultatif, selon des branches avec des objectifs de performance et de résultats. Voilà, une idée qui consiste à simplifier, mais qui consiste aussi à donner davantage de lisibilité. Et j'espère que nous-mêmes, parlementaires attachés à ce que représente le gaullisme, nous puissions porter, défendre ces projets à travers des propositions de loi à l'Assemblée nationale comme au Sénat, toujours 2 sénateurs qui sont ici présents face à moi, et nous pourrions faire la même chose, sauf qu'il est important, je pense, qu'au-delà de cette démarche parlementaire, nous puissions avoir, grâce aux réseaux sociaux, la façon de porter et de conforter cette démarche. Je connais beaucoup d'employeurs, responsables de petites et de moyennes entreprises, d'artisans, de commerçants, qui pratiquent déjà d'une façon ou d'une autre des formes d'association et seraient désireux d'entrer dans un partenariat plus étroit avec leurs salariés. Ça ne doit pas être l'apanage des seules grandes entreprises ou des seules très grandes entreprises. En Allemagne, il faut le savoir, les accords d'entreprise ont permis à celles-ci de mieux résister à la crise, sans licenciement massif, avec des efforts partagés, notamment des salariés qui pouvaient accepter à un moment donné le chômage partiel, une baisse de leurs revenus. Cette souplesse, elle est préférable au chômage. Ça n'est pas l'enjeu même de la participation financière, mais la participation à la gestion de l'entreprise, oui, cela en fait partie également. Je voudrais maintenant, et quasiment pour terminer, intervenir sur une dimension des mutations auxquelles je pensais, le numérique. Le numérique nous donne aujourd'hui des outils de changement dans la gouvernance des entreprises et qui, à mes yeux, peuvent faciliter l'association des salariés. Entendons-nous bien, le virtuel ne remplacera jamais le réel, jamais. Mais en revanche, et quelqu'un comme Christian de Saint-Étienne nous l'indique, nous ne sommes pas dans une ère post-industrielle qui signifierait la fin des travailleurs suivant le modèle industriel que nous avons connu, mais nous sommes entrés dans une 3e révolution industrielle, hyper-industrielle et hyper-entrepreneuriale. Mais celle-ci se situe dans un nouveau cadre, celui de l'entreprise réseau, une entreprise qui repose sur de nouveaux modèles d'information et de communication et qui lui permet peut-être aussi davantage d'autonomie, ce qui ne doit pas, bien au contraire, diminuer l'investissement des salariés dans la vie de l'entreprise, mais permettre au contraire, grâce à ces nouvelles technologies, de l'information et de la communication, d'inventer de nouvelles formes de travail et donc de participation. C'est un nouveau défi pour la participation. Et je pense que la participation est cet outil qui doit permettre
de rester connectés. Parce qu'autrement, ne nous y trompons pas, nous aurons une société et des entreprises profondément déshumanisées. La participation est aussi un levier à ce niveau-là. L'interdépendance croît au sein de l'entreprise et la forme de ces nouveaux liens doit être elle-même créatrice d'innovation et de croissance. La satisfaction du client, ça ne se limite pas à l'aspect monétaire, mais peut prendre aussi en compte de nouveaux aspects liés à sa participation. Cette évolution vers davantage de participation correspond bien à l'évolution de nos structures économiques et elle seule pourra permettre à notre système économique de continuer à croître tout en assurant le progrès social. Et je n'oublie pas également une dimension politique. Tout le monde aujourd'hui nous dit que la France traverse une crise de confiance, ou plutôt que nous sommes dans une société de défiance. Et ce n'est pas parce qu'un livre pourrait être réédité chaque année avec ce même titre que nous devons penser que cela suffit et que nous avons fait notre examen de conscience. Nous demandons à ce que les Français fassent confiance aux décideurs publics et politiques. Mais rien ne se fera si les décideurs ne font pas confiance aux Français en premier. Et si on parle de participation, à tous les niveaux, que ce soit local comme au niveau national, il faut aussi faire participer nos concitoyens. L'idée du référendum est profondément moderne également. C'est une façon de se tourner vers les Français, c'est une façon de leur demander leur avis, et à chaque fois on nous dit mais ils ne répondent jamais à la question. Non, c'est parce que le contexte qui a été créé permet d'éviter de répondre à la question. Et je suis pour ma part intimement convaincu que si on veut refonder le lien de la confiance, il faut que les Français, que le peuple, participent davantage à l'élaboration des décisions. Et pour ma part, je pense que dans une société qui apparaît bloquée bien souvent, si l'on veut la débloquer, et si cela passe par des évolutions constitutionnelles, rien ne pourra plus se faire, rien ne devra plus se faire par l'article 89 de la Constitution, mais par l'article 11 qui pose le principe du référendum populaire. Je suis pour ma part intimement convaincu que pour lever des blocages, pour faire face au conservatisme qui est évoqué par le général de Gaulle, qui sont toujours d'actualité, la participation, cette forme de participation est aussi puissamment moderne. Alors bien évidemment, quand on parle de la participation, on parle dans l'entreprise. Vous avez vu que le champ est beaucoup plus large. Ça couvre également un champ sociétal, j'ai voulu y venir avec le numérique. Mais ça couvre aussi ce champ politique. Et je le dis en tant que gaulliste social, dans la lignée aussi de Philippe Séguin, c'est ce projet que je pense qu'il est nécessaire de porter pour le redressement et l'avenir de la France. En 2014, la pensée du général de Gaulle est toujours utile. C'est toujours une clé formidable pour à la fois relever les défis qui se posent à nos sociétés contemporaines et aussi pour faire en sorte de refonder une forme d'humanisme qui n'a jamais fait défaut à la France quand elle a voulu et su réussir. Sachons désormais le transformer en action. C'était d'une certaine façon la finalité de ce colloque. Je remercie Bernard. Je remercie aussi Philippe de continuer à nous accompagner et je vous remercie d'avoir été nombreux en cet après-midi parce que c'est aussi une force qui montre que cela ne repose pas sur les seuls décideurs politiques et parlementaires, mais qu'en définitive, cela suscite toujours un intérêt. Un intérêt, c'est bien. Passer à l'acte, demain ou après-demain, je pense que c'est notre responsabilité collective. Je vous remercie beaucoup.